l'article 70 du texte prévoit que d'ici 2025, toutes les collectivités auront mis en place une solution de tri à la source pour les déchets de table et de cuisine. Et ça renvoie à une question très sensée que posait ce matin une représentante de GDF, je crois. Si les déchets de cuisine ont vocation à être sortis de la poubelle, y a-t-il encore un intérêt à les trier mécaniquement au sein de déchets non triés? Eh bien, au ministère, la réponse est claire et elle est négative. C'est pourquoi d'ailleurs la loi d'août 2015 conseille d'éviter le recours au TMB, et Paul Elfassi vient de montrer toute la fragilité juridique de cette notion d'évitement qui donne lieu à des interprétations diverses au sein des tribunaux administratifs. Donc non pour les pouvoirs publics, mais peut-être bien que oui quand même, selon certains professionnels. Car on ne peut pas parier qu'à coup sûr, toute la population sera desservie par du tri à la source en 2025. Et même si cette desserte était de 100%, on ne récupérera pas 100% du gisement des biodéchets ménagers. En général, on estime que cette récupération variera entre 1/3 et 50% grand maximum. Dès lors, le tri, méthanisation, compostage garderait sa pertinence. Et c'est pourquoi les organisateurs de la manifestation ont intitulé cette session « La guerre des tris n'aura pas lieu ». Le tri à la source et le tri mécanisé se compléteront de façon à maximiser les tonnages drainés et à maximiser la valorisation, sachant qu'on doit aller vers 65% de recyclage en 2025. Et nous allons entrer dans le vif du sujet avec la première table ronde consacrée à la méthanisation, une solution éprouvée dont vous nous parlez Guy Geoffroy, que je ne présente pas car il a pas mal parlé ce matin, Monsieur Christin également. Donc peut-être honneur à la puissance invitante, Monsieur Geoffroy, votre unité de méthanisation voisine à Varennes-Jarcy a une petite quinzaine d'années d'expérience. Quelles étaient les motivations des élus quand ils ont opté pour cette solution technologique? Merci. Alors, peut-être avant de répondre précisément à votre question, une remarque générale. Je souhaite, et nous sommes nombreux à le faire, qu'on abandonne cette appellation qui n'a aucun sens de tri mécano-biologique. Quand vous analysez ce terme, ça n'a aucun sens. On ne fait pas un tri biologique, on fait un tri. Il est opéré soit à la maison, avec les limites que vous venez d'évoquer, soit sur le site industriel, et ensuite, il y a une deuxième phase, qui est celle du traitement biologique. B, comme on a décrété que c'était pas bien, on l'utilise, on le péjoratise, et tout est fait. On n'a plus besoin de parler d'autre chose. On le remplace par quelle appellation? Et tri, méthanisation, compostage. Nous faisons du tri, nous méthanisons, puis nous compostons. C'est de cela qu'il est question. Je pense que c'est très important, parce que si on utilise du verbiage pour noyer et pour faire vivre l'idéologie ambiante, on ne s'en sortira jamais. En 2018, nous avons été convaincus qu'il fallait passer à une autre étape et mener ce qu'on a appelé une étude d'adéquation de notre installation par rapport aux besoins environnementaux et plus généralement aux nouvelles stratégies de traitement des déchets. Nous avons conclu que puisque notre histoire était celle du compostage, nous avions une nouvelle opportunité qui était celle de passer de la case compostage simple à la case séparée en deux, méthanisation, donc utilisation de la matière organique dans ce qu'elle contient d'énergie, de biogaz, et ensuite compostage, mais compostage à partir de technologies nouvelles. Et comme nous sommes de bons élèves et que nous avons à l'esprit que tout ce qui est prélevé à la source est mieux et qu'on va essayer de surcroît de collecter 100% du gisement, nous avons décidé que nous mettrions en place, ce qui était une révolution pour nos concitoyens, une seule poubelle un jour, le lendemain 3 poubelles. Nous avions décidé de mettre en place dans la plupart de nos communes où nous avions un habitat le permettant, c'est-à-dire la plupart du temps l'habitat individuel,
une collecte sélective de ce qu'on appelle les biodéchets. Je répète ce que j'ai dit ce matin, moi je ne sais pas ce que c'est qu'un biodéchet. Hein, si on fait la différence entre le biodéchet qui n'a pas un seul bout de papier avec, hein, qui ne serait plus un biodéchet puisqu'il y a un bout de papier, hein, comme s'il n'y avait pas une source un petit peu biologique dans le papier. Il faudrait qu'on me démontre qu'un arbre n'est pas un organisme vivant. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Et puis le biodéchet qui serait pur, et on sait tous que les gisements de biodéchets qu'on a collectés en porte-à-porte, heureusement qu'on ne les met pas tels quels dans un digesteur, parce que sinon on aurait peut-être des petits problèmes à l'arrivée. Et notamment des problèmes de bouchage et des problèmes à la sortie du digesteur. Moi, peu importe. On a fait une collecte sélective chez l'habitant des biodéchets. Moi, j'ai eu dans ma cuisine la poubelle où je m'efforçais, hein, en nettoyant mon assiette, de mettre d'un côté les biodéchets, hein, mes os, mes morceaux de tomates que je n'avais pas mangés, mon trognon de pomme, et puis de l'autre côté, hein, ce qui n'était pas directement séparable, dans lequel j'avais conscience d'ailleurs qu'il restait de la matière organique. Une deuxième poubelle qui était celle des emballages, et puis la troisième poubelle qui était celle des OMR. Et nous avons lancé notre installation comme ça. Et quel est le constat que nous avons fait? Nous avons fait le constat que malgré les efforts de nos concitoyens pour appliquer les consignes de tri, le gisement d'une quinzaine de milliers de tonnes que nous attendions pour la partie fermentée cible, pure, biodéchets comme on dit, prélevée à la source chez l'habitant, n'était pas au rendez-vous. Nous n'avions que la moitié du gisement. C'est la preuve que la loi de transition énergétique ne marcherait pas? Mais ce n'était pas l'objectif. Hein, mais on vérifie souvent après combien l'idéologie, quelquefois, peut perturber le bon sens au point de conduire à des aberrations. Des aberrations. Eh bien, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons essayé de progresser. Nous n'y sommes pas parvenus, et au bout de quelques années, parce qu'on n'a pas décidé du jour au lendemain qu'on s'était trompé, nous avons décidé, en relation avec notre exploitant, puisque bien sûr l'exploitant devait être mis dans le coup, de nos analyses, de nos observations et de nos décisions. Nous avons décidé de changer notre fusil d'épaule, d'autant plus que la preuve avait été faite, puisque nous pouvions injecter dans nos digesteurs de la matière organique issue du tri opéré par notre installation. Nous avons décidé d'avoir toujours 3 poubelles, mais d'agir de manière différente. Une poubelle, l'ancienne poubelle des déchets organiques, biodéchets, comme on disait, qui devenait la poubelle 9 mois sur 12 des déchets verts. Une poubelle jaune qui n'a pas changé et qui a continué à progresser, qui est celle des emballages, et puis la poubelle des résiduels dans laquelle il y a l'intégralité de la matière organique. Ça nous a permis, au passage, je ne suis pas spécialiste comme beaucoup le sont ici, mais j'ai quand même accédé à un certain niveau de connaissance sur le sujet, de régler un sujet qui était complexe et qui nous avait posé beaucoup de problèmes, qui était celui des excédents hydriques. Parce que comme dans la poubelle des biodéchets, nous avions accepté les déchets verts, nous avions un mélange de déchets de cuisine, un mélange de déchets verts qui lui-même était déséquilibré par rapport à l'attente de l'exploitant au regard de l'installation telle qu'elle avait été conçue. Et donc, nos déchets verts sont aujourd'hui utilisés pour structurer le compost après sortie du digestat, du digesteur, après l'opération de méthanisation. Et donc ça, nous l'avons fait parce que nous sommes des gens pragmatiques qui voulions dépasser la difficulté que nous avions rencontrée et qui faisaient le constat que je rappelais ce matin dans mon propos liminaire, que le résultat obtenu était au moins au niveau des attentes de la norme et même largement au-delà de ces attentes, puisque, comme ça a été dit ce matin pour nos amis de Montpellier, par nos amis de Montpellier, hein, nous sommes largement en deçà de tous les items, un maximum de la norme LFU 44051. Et donc, puisque nous avions constaté que sur la partie en mélange, nous pouvions atteindre les objectifs de la norme, nous n'avons pas eu d'état d'âme et nous avons changé nos consignes, ce qui d'ailleurs n'a choqué aucun de nos concitoyens et au contraire a fait dire à beaucoup d'entre eux qu'il était plus cohérent d'avoir une poubelle dans laquelle on mettait ses déchets verts, une poubelle dans laquelle on mettait ses emballages, et puis la poubelle dans laquelle on mettait tout ce que l'on ne savait pas ou tout ce qu'on nous indiquait ne pas pouvoir entrer ni dans l'une ni dans l'autre des 2 autres poubelles. Donc c'est ça notre expérience, et ça me permet d'affirmer aujourd'hui, sans aucun parti pris idéologique, puisque nous étions partis sur une autre optique, qui est
possible et qui peut fonctionner sur une autre échelle. Ceux qui pratiquent et qui poursuivent cette pratique, la collecte sélective à la maison, et qui obtiennent un flux suffisant pour pouvoir alimenter un de leurs outils de digestion et donc de méthanisation de leurs déchets, ils n'ont aucune raison de ne pas continuer à le faire, puisque ça marche. Mais à partir du moment où ça marche également autrement, où tout simplement il est démontré que la machine peut faire plus, parce que là on prélève 100% du gisement, peut faire mieux, parce qu'on le prélève dans les conditions, on a vu tout à l'heure la matière, après le passage dans les différents filtres, hein, qui va être injectée dans le digesteur. Vous verrez la même chose demain à Varennes, j'ai vu la même chose il y a 15 jours à Organum, et j'avais vu la même chose, et nous verrons tous ensemble l'année prochaine à Bramto. Hein, quand on voit sur OMR ce que l'on injecte dans les digesteurs, quand on n'est pas du tout spécialiste, on peut affirmer, sans prendre de risque, que c'est étrangement du compost. Hein, la seule différence, c'est que dans cette matière qui n'a pas encore été digérée, il y a du gaz qu'on va extraire et qui va produire de l'énergie, mais on est déjà pratiquement dans quelque chose qui a l'aspect du compost tel qu'il sera ensuite maturé et mis en situation d'être remis à la terre par l'intermédiaire du monde agricole. La construction et dans son projet, ce n'est pas la défense toute griffe dehors du TMP contre tout le reste. Hein. Météor, c'est tout simplement l'association des collectivités, des entreprises et des bureaux d'études qui travaillent à leur côté pour la méthanisation de la partie organique des déchets ménagers. Peu importe, puisque l'industrie aujourd'hui permet d'y parvenir, le mode opératoire, l'essentiel, c'est qu'à l'arrivée, nous ayons ce produit qui est le compost à la norme et qui demain sera plus que le compost à la norme, qui sera le compost Terop dont on a parlé ce matin. Alors justement, au départ, le syndicat devait demander aux agriculteurs de bien vouloir récupérer le compost. Aujourd'hui, ils l'achètent à une somme modique, mais néanmoins. Et demain, vous commercialiserez un compost labellisé Terrom. Cela montre le cheminement de la filière vers une certaine maturité. Est-ce que, en tant qu'élu national, sous une prochaine législature par exemple, vous œuvrerez à la réhabilitation du tri méthanisation compostage? Je n'ai pas dit TAB. Bien, écoutez, ma réponse à votre question est oui, oui et oui. Ça fait partie de mes projets. Monsieur Christin, vous avez présenté ce matin l'activité de votre syndicat qui, lui, lance tout juste une unité qui a germé pendant une bonne dizaine d'années et qui émerge dans un contexte législatif assez chamboulé. J'ai retenu un élément dans la présentation de ce matin. Vous aviez l'intention de traiter des biodéchets, indépendamment des OMR, des biodéchets issus notamment de l'industrie agroalimentaire, et ce projet semble quelque peu mis en cause par un récent décret. Quand vous questionnez l'administration, on vous dit peut-être que oui, peut-être que non. Se poser la question, le conseil départemental, alors parce qu'on a parlé de subventions tout à l'heure, nous, Organum, nous n'avons bénéficié d'aucune subvention pour cette usine, hein, mais cette fois, le conseil départemental a pensé qu'il y avait un enjeu et ça a souhaité nous accompagner pour éventuellement étudier dans un premier temps et puis ensuite peut-être réaliser une unité de préparation de ces biodéchets. Alors après, sur la partie, j'ai bien écouté tout à l'heure les argumentaires divers et le flou qui existe à ce niveau-là, c'est le même que j'avais ressenti. Sur cette unité-là, l'Adréal nous dit c'est dans votre arrêté, vous pouvez le faire. Écoutez, on ne peut pas vous dire vraiment ce qu'on dira si vous le faites, enfin en gros c'est ça. Hein. Mais c'est dans votre arrêté, on pense que vous ne prenez pas un gros risque de le faire. Voilà, donc on est dans cette situation où il y a un flou artistique, probablement qui est dû au fait qu'il y a des gens qui se sont battus pour qu'on n'ait pas des situations dogmatiques à ce niveau-là, ou du moins des positions dogmatiques. Donc on en est un petit peu là. Celle-ci pourrait aider à dissiper ce flou artistique. Ça fonctionne, oui. Si j'en avais le pouvoir, on aurait moins de difficultés. Non, en fait, on a une difficulté, c'est qu'on a une règle, enfin, on a une disposition législative, encore une fois, qui n'est pas clairement normative. Donc, c'est
plus l'énoncé d'une politique et d'un choix politique que l'énoncé d'une norme. Et il y a quand même une différence de nature entre les deux. Donc la question, enfin, il y a peut-être on peut faire peut-être deux réponses. C'est, comment dire, par exemple, moi je suis plutôt un dérégulateur qu'un régulateur. J'ai des fonctions, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai des fonctions syndicales je suis administrateur du syndicat des énergies renouvelables, notamment. Donc j'ai l'habitude du lobbying institutionnel et de la fabrication de la norme. Et en fait, l'intérêt du droit, c'est que si personne ne se plaint, on n'a pas besoin. Donc ça, c'est la première réponse, c'est qu'effectivement, si personne ne se plaint, ben, tant mieux, vous pourrez continuer si vous prenez le risque de le faire. L'autre point quand même, c'est qu'on va avoir un contentieux qui va progresser. Là, on est en appel sur le jugement du TA, du tribunal administratif de Pau, et on peut penser que dans à peu près 6 mois, ce soit jugé au moins par la cour d'appel. Donc on va quand même avoir une petite clarification sur ce point. Si la cour d'appel confirme que ce n'est pas une règle opposable à une CPE comme je le pense, on y verra quand même un petit peu plus clair. La question sera, est-ce qu'ils saisissent le Conseil d'État? Si jamais c'est le cas, on en est reparti pour à peu près 1 an. Mais minimum, voilà, disons que je suis un peu optimiste de nature. Donc disons qu'on a encore au moins 1 an et demi à tenir. Une fois que le Conseil d'État se sera prononcé, s'il se prononce dans ce dossier, ce qui supposerait que les opposants donc, introduisent un pourvoi devant le Conseil d'État s'ils perdent, sinon ce sera nous, eh bien dans 1 an et demi, quand même, on y verra plus clair. Voilà. Je ne sais pas si c'est compatible avec l'action publique, mais on a encore 1 an et demi à attendre. Nicolas Garnier, un commentaire global sur le début de la discussion. Je bois les paroles des uns et des autres. D'abord, je voudrais attester, pour avoir été témoin la nuit, des penderies de M. Geoffroy à la ministre. C'est vrai ce qu'il dit. Il y a passé beaucoup de temps et on est passé tout près de la catastrophe. Tout près. Et je crois sincèrement. Je voudrais juste revenir sur quand même trois concepts importants. Le premier, c'est que la loi de transition énergétique, elle donne 2 grandes directions importantes pour nous. Le premier, c'est un objectif de réduction du stockage et de valorisation matière de 65%. Le deuxième, on n'en a pas beaucoup parlé, mais dans cette salle, je suis obligé d'en parler. Je vous rappelle que cette loi était d'abord une loi de transition énergétique. Et en particulier, elle fixe un objectif de développement des énergies renouvelables de 32%. Est-ce que dans la salle, vous savez où nous sommes en France aujourd'hui? Nous sommes à 15%. Nous avons augmenté de 2% en 10 ans. De 2% en 10 ans. Donc la marge à tenir est énorme. Premier point. Deuxième point, effectivement, il y a un peu de droit mou, il y a beaucoup de droit mou dans cette loi. Il y a un article juste avant, dont personne ne parle, par exemple, qui dit, et ça vous parlera puisqu'on est ici entre gestionnaires de déchets, que 50% des produits qui ne se recyclent pas doivent avoir disparu sous les 10 ans. C'est écrit. Il y a écrit qu'il faut diviser par 2 la quantité de produits qui ne se recyclent pas mis sur le marché. Il n'y a pas un texte d'application, il n'y a pas une jurisprudence, il ne se passe rien, et il ne se passera rien. Voilà. Deuxième élément, nos poubelles sont constituées à peu près à 1/3 de matière organique. Donc pour atteindre le 65%, si vous faites un calcul rapide, nous ne pourrons pas faire le 65% sans la valorisation organique. C'est impossible, mathématiquement. Donc la valorisation organique est effectivement la priorité des prochaines années en matière de gestion des déchets. Troisième élément, la gestion des déchets est un service public local. Et ça, on oublie de le dire, c'est-à-dire que quand une loi vient dire comment une autorité locale doit ou ne doit pas collecter, ne pas collecter, traiter ou ne pas traiter, elle sort de son rôle, on est à la limite de la constitutionnalité, je parle sous le contrôle d'un juriste. C'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, que le mot interdire, de toute façon, n'aurait pas pu tenir. Si on avait écrit interdit, je crois que ça aurait fait l'objet d'une QPC, ou quelque chose comme ça, donc question prioritaire de constitutionnalité. Dit autrement, la loi ne doit pas imposer une technologie. Imaginez que demain, on vous dit, vous êtes obligé de faire du porte-à-porte dans le domaine des emballages. Bien, attendez, je suis, les élus sont autorités, maîtres d'ouvrage du service public. Tout ça pour dire qu'à la fin, tout à l'heure on a parlé de la guerre de Troie, moi je pense qu'on est vraiment dans une guerre idéologique. Je n'utilise plus le terme de guerre de religion aujourd'hui, c'est délicat. Mais vraiment une guerre idéologique, c'est-à-dire que, en fait, on sait également, c'est très important en termes de Costa, que en France, il y a 65 millions d'habitants, je parle sous votre contrôle à tous, 5 millions sont sous collecte sélective des biodéchets. 5 millions sont en compostage individuel et de proximité. 5 millions, je vous la fais grande taille, 5 millions sous TMB, je crois un peu plus. On fait les comptes, 50 millions n'ont rien.
Donc quand tout à l'heure je vous ai dit l'enjeu de la décennie, c'est la valeur au regard, pourquoi aller se crêper le chignon sur telle technologie plutôt qu'une autre, alors que 50% des populations n'ont pas de possibilité de faire la valorisation organique sous une forme ou sous une autre, modulo les déchets verts, en déchetterie, je vous l'accorde. Donc aujourd'hui, l'enjeu est immense, les solutions sont nombreuses. Jusqu'à nouvel ordre, c'est un service public local, donc sous la responsabilité des collectivités locales qui doivent décider de l'option et peuvent même changer d'avis. Moi, je trouve que ce qui est très intéressant dans le témoignage de Guy Geoffroy, c'est qu'il a changé d'avis. Et ça montre quand même notre capacité d'adaptation, d'optimisation, d'apprendre du passé pour dire j'ai commencé comme ça, et puis j'ai fait évoluer, et comme vous l'avez très bien dit, tu l'as très bien dit, les habitants ils reconnaissent finalement. Il n'y a pas dans ces conditions-là. C'est pas tout à fait pareil quand on leur dit vous mettez tout dans la même poubelle, puis finalement non, vous ne les mettez pas dans la même poubelle, etc. Dans le domaine des emballages. Je voudrais terminer sur un élément important, parce que dans le même temps je regarde, je suis désolé, mais c'est mon job d'habitude, c'est Guy Geoffroy que je regarde, là c'est d'autres députés, parce qu'ils sont en train de finir le PLF. Ce matin, Bercy vient de lancer le chantier du PLFR. Dans ce chantier du PLFR, il y a une réforme de la TGAP. Elle est là. C'est-à-dire, on la connaît depuis quelques mois avec un certain nombre, elle arrive. Moi, elle me pose plusieurs questions, cette réforme. D'abord, je vous la fais simple parce que vous m'avez déjà entendu pour la plupart, taper en bout de chaîne sur les collectivités et les opérateurs sur des déchets dont à peu près 50% de ce qui va en centre de stockage ou en incinération ne sont pas recyclables, je trouve ça profondément injuste. Et c'est le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 50% de ce qui va dans un centre de stockage n'a pas de filière de recyclage. Et la faute n'est pas aux opérateurs ou aux collectivités locales, la faute est aux metteurs sur le marché. D'ailleurs, petit aparté, vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, on vient de découvrir il y a 3 jours que nos poubelles venaient d'être envahies par un nouveau matériau qui s'appelle le PET opaque. Alors, ce n'est pas une découverte, mais la quantité est une découverte. 15% des balles de plastique sont faites avec un plastique qui ne se recycle pas. L'ensemble des bouteilles de lait va basculer vers un plastique qui ne recycle pas. On est en 2016 et les metteurs sur le marché de bouteilles, 25 ans qu'on les trie, viennent de mettre sur le marché, sans prévenir personne, un plastique qui ne se recycle pas. Donc, aller dire en bout de chaîne, parce qu'on n'a pas atteint les objectifs, on va augmenter la TGAP sur le stockage d'incinération, on est au bord du foutage de gueule, si vous me permettez l'expression, du vendredi soir. Deuxième élément, on avait fait passer une réforme avec une idée extraordinaire. Enfin, pour moi, c'était la TGAP incitative. La TGAP incitative, c'est quoi? La TGAP, c'est 40 €, 20 €, 30 € la tonne pour le stockage. Et si vous atteignez l'objectif de la loi, vous avez une modulation de 10 ou 15. Et je le dis dans cette salle parce que qui mieux que les TMC, j'ai bon là, les TMC sont capables d'atteindre les 65%. Je crois même que c'est une journaliste un jour qui, dans une réunion à Morse, politiquement incorrecte, c'est toi Laurence, a bloqué notre ami Baptiste Leguet quand il a dit mais finalement pour atteindre 65% la meilleure solution c'est un TMC quoi. À l'époque tu disais pas TMC. Et effectivement on se rend compte que si on veut effectivement atteindre un taux de valorisation matière, vu le niveau de captage d'un TMC, je vais m'habituer, c'est évident que c'est une solution tout à fait pertinente dès lors qu'on a assuré la question de la qualité. Donc cette TGAP incitative a été très simple, vous payez un niveau de contribution, mais si vous atteignez l'objectif de la loi, vous payez un niveau de TGAP de 10 ou 15 € la tonne. Vous imaginez le niveau d'incitation, le nombre de collectivités qui vont commencer à se dire, mais attendez, je suis à 63%, si je fais 65, je baisse de 10-15 € la TGAP. Mais vous créez ce que certains ont soutenu dans la tarification incitative de l'usager, mais à l'échelle de la collectivité locale. Tout d'un coup, vous lui faites un signal prix extraordinaire. Cette réforme qui a été votée par le Comité pour la fiscalité écologique sous deux pertuis avec lesquels on a fait la contribution climat n'est pas du tout la réforme qui nous est présentée ce matin par Bercy. Pourquoi? Je m'arrêterai là. Pourquoi? Mais c'est tout simple. C'est parce que si on fait ça, ils nous l'ont dit, hein, ils ont peur qu'on y arrive. Ouais, bah oui. Vous savez quand même, vous ne croyez quand même pas qu'on fait de la TGAP pour pouvoir améliorer la protection de l'environnement. On fait de la TGAP principalement pour une recette fiscale. Je vous rappelle que cette recette fiscale, aujourd'hui, elle représente 400 millions d'euros. Aujourd'hui, cette recette fiscale, elle finance l'ADEME. Donc si demain, vous mettez en place un dispositif où quelque part pour eux, vous jouez au casino, et que demain, il y a plus de 400 millions, il y a 200 millions, comment on fait pour financer l'ADEME, entre autres?
Donc voilà, là on touche le fond d'une certaine manière. Moi je dis, faut pas dire toucher le fond, je crois qu'on touche le nœud, c'est-à-dire le truc qu'il faut déboîter, et c'est là où les parlementaires ou le professeur gouvernement a quelque chose. Si demain on va le faire, Amorce va lancer une grande consultation pour les présidentielles, c'est la question qu'il faut poser au futur président de la République. Est-ce que vous voulez enfin faire une fiscalité cohérente avec votre politique et qui ait du sens? Aujourd'hui, la TGAP n'a pas de sens sous sa forme actuelle et elle n'incite pas à faire ce que l'on veut tous faire. Alors je vais remercier Monsieur Geoffroy, Monsieur Christin.